nous n'allons pas dépenser d'argent pour ce cirque. C'est ce que ma fille Suzanne a dit quand je lui ai rappelé que mon 70e anniversaire n'était que dans 3 semaines. 70 ans. Toute une vie à attendre de célébrer cette date avec les personnes que j'aimais le plus. Mais il y avait son message, froid comme la glace, brillant sur l'écran de mon téléphone portable. J'étais dans la cuisine en train de faire des biscuits à l'avoine quand le téléphone a vibré sur la table. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai pris l'appareil. C'était un message de Suzanne. Mon cœur a bondi d'espoir un instant, pensant que peut-être elle écrivait pour confirmer les détails de la fête. Comme j'étais naïve. Maman, j'ai parlé à Marc et nous avons décidé que nous n'allions pas faire ta fête. Honnêtement, nous n'allons pas dépenser d'argent pour ce cirque. Tu sais comment sont les choses. J'ai lu le message 1 fois, puis 2 fois, 3 fois. Les lettres ont commencé à se brouiller, non pas à cause de mes larmes, mais de l'incrédulité. Ce cirque? C'est comme ça que ma propre fille appelait mon 70e anniversaire? Avant que je ne puisse répondre, un autre message est arrivé. Cette fois de Marc, mon gendre. Carole, avec tout le respect que je te dois, tu n'es plus à un âge pour les fêtes. Il vaut mieux célébrer à la maison sans tant de dépenses ou de drames. Je suis resté là, au milieu de ma cuisine, tenant ce téléphone comme si c'était un objet étranger. L'arôme des biscuits qui cuisaient remplissait l'air, mais je ne pouvais plus le sentir. Je ne pouvais rien ressentir d'autre qu'un étrange vide dans ma poitrine. 70 ans. Toute ma vie, j'avais attendu ce moment. Non pas parce que je voulais une fête somptueuse ou des cadeaux coûteux. Non, je voulais juste réunir ma famille pour regarder les visages des gens qui avaient été ma raison de vivre pendant des décennies et pour célébrer que j'étais toujours là, que j'étais arrivé jusque-là, que tous les efforts en valaient la peine. Mais pour ma fille, c'était un cirque. Et pour mon gendre, j'étais trop vieille pour exister de cette façon. J'ai laissé le téléphone sur la table et je me suis assise lentement dans l'une des chaises en osier que j'avais achetées 20 ans plus tôt sur un marché aux puces du centre-ville. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi tombait chaudement sur les géraniums du balcon. Tout semblait si normal, si paisible. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose commençait à se briser. Ce n'était pas un grand fracas. Ce n'était pas un cri ou un pleur incontrôlé. C'était quelque chose de pire. C'était le silence glacial de quelqu'un qui comprend enfin qu'il a vécu un mensonge. Pendant 69 ans, j'avais été Carole Anderson, mère, grand-mère, amie. La femme qui était toujours là quand quelqu'un avait besoin d'elle. Celle qui donnait sans rien attendre en retour. Celle qui sacrifiait son propre bonheur pour voir les autres sourire. Et maintenant, à l'approche de mon 70e anniversaire, je découvrais que tout cet amour inconditionnel avait un prix. Un prix que, apparemment, ma fille n'était plus prête à payer. J'ai répondu par un message court, aussi simple que douloureux. Pas de problème. 2 mots, rien de plus. Je n'allais pas les supplier. Je n'allais pas expliquer à quel point cela faisait mal. Je n'allais pas m'abaisser pour un peu de leur temps ou de leur affection. Simplement, pas de problème. J'ai éteint le four. Les biscuits étaient un peu brûlés sur les bords, mais je n'y prêtais plus attention. Je les ai laissés là, sur le plateau chaud, tandis que je m'asseyais dans cette cuisine silencieuse, sentant le monde que j'avais construit pendant cette décennie commencer à s'effondrer. Parce que ce message ne parlait pas seulement d'une fête annulée. Il parlait d'années d'invisibilité, d'être perçu uniquement comme un portefeuille ouvert, comme une solution aux problèmes des autres, comme quelqu'un qui existait pour servir mais pas pour être célébré. Et alors que le soleil continuait à se coucher sur mes géraniums, j'ai commencé à me souvenir de tout ce que j'avais fait pour eux, de chaque sacrifice, de chaque chèque signé, de chaque rêve à moi que j'avais mis dans un tiroir pour qu'ils puissent réaliser les leurs. Ma mémoire m'a ramené 25 ans en arrière, quand Suzanne avait 20 ans et rêvait d'étudier l'architecture. Je travaillais comme secrétaire dans un bureau gouvernemental, un emploi modeste qui couvrait à peine nos dépenses de base. Son père était décédé 2 ans plus tôt, nous laissant seuls et avec des dettes qui semblaient des montagnes impossibles à gravir. Mais quand Suzanne est entrée à l'université, j'ai pris un 2e emploi. Je nettoyais des bureaux la nuit, de 21h à 3h du matin. Je rentrais à la maison les mains gercées par l'eau de Javel, le dos douloureux, les pieds gonflés. Mais chaque mois, sans faute, je payais les frais de scolarité de ma fille. 5 années complètes, 60 mois à travailler en double service pour qu'elle puisse obtenir son diplôme sans dette,
sans souci, sans avoir à sacrifier ses études pour l'argent. Quand elle a finalement obtenu son diplôme, j'ai pleuré de bonheur à la cérémonie. Je l'ai regardé traverser la Seine dans sa toge et son mortier noir, recevoir ce diplôme qui nous avait tant coûté, et j'ai pensé que tout cela en valait la peine. J'ai pensé que mon sacrifice avait construit quelque chose de beau. Puis Marc est arrivé. Ils se sont rencontrés dans un cabinet d'architecte où ils travaillaient tous les deux. Il était charmant au début, attentif à moi, toujours avec un sourire poli. Mais j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux qui m'a troublé, une sorte de calcul froid derrière chaque geste aimable. Ils se sont mariés 3 ans après leur rencontre. J'ai payé la moitié du mariage. 8 000 $ que j'avais économisés pendant des années, cachés dans une boîte à biscuits au fond de mon placard. De l'argent que j'allais utiliser pour réparer le toit de ma maison, qui fuyait à chaque pluie. Mais Suzanne voulait un beau mariage, et je voulais la voir heureuse. 2 ans plus tard, quand ils ont décidé d'acheter leur première maison, je leur ai donné la compte, 15 000 $. L'intégralité de mon indemnité de départ, tout ce qu'ils m'avaient donné quand j'avais pris ma retraite anticipée en raison d'une réduction d'effectifs. Je leur ai donné cet argent sans hésiter un instant parce qu'ils étaient ma famille. Parce que c'était mon devoir de les aider à commencer leur vie ensemble. Marc a promis qu'il me rembourserait, dès que nous stabiliserons nos finances, Carole, je le promets. C'était il y a 18 ans. Je n'en ai jamais revu un seul dollar. Puis Chloé est née. Ma petite fille, un beau bébé avec de grands yeux et un rire contagieux. Je l'ai gardée tous les jours pendant que Suzanne et Marc travaillaient, depuis qu'elle avait 3 mois jusqu'à ce qu'elle entre à la maternelle. 5 années complètes à être sa deuxième mère, à changer des couches, à préparer des biberons, à chanter des berceuses à 3 heures du matin. Ils ne m'ont jamais payé pour ça. Pas un centime. Parce que c'était ma petite fille. Parce que c'était mon obligation de grand-mère. C'est comme ça qu'ils m'ont fait sentir. Comme si mon temps ne valait rien. Comme si mes jours et mes nuits étaient une ressource infinie qu'ils pouvaient prendre sans rien donner en retour. Maintenant, Chloé a 22 ans et étudie la médecine dans une université privée. Qui paie les frais de scolarité? Moi. 1200 $ par mois. Cela vient directement de ma pension. Suzanne m'a convaincu il y a 4 ans. Maman, tu sais à quel point l'éducation est importante. Nous ne voulons pas que Chloé soit endettée comme les autres jeunes. Tu comprends, n'est-ce pas? Et j'ai compris comme j'ai toujours compris, comme j'ai toujours dit. Oui. Je paie aussi l'assurance maladie privée de Suzanne, 350 $ par mois, parce que l'assurance de son travail ne couvre pas tout ce dont elle a besoin. Marc gagne le double d'elle, mais d'une manière ou d'une autre, cette dépense finit toujours par me retomber sur les épaules. Et puis il y a la carte de crédit. La carte supplémentaire que je lui ai donnée il y a 10 ans juste pour les urgences. Suzanne l'utilise pour tout. Vêtements, restaurants, week-end, nouveaux meubles pour sa maison. Chaque mois, le relevé arrive et je vois des chiffres qui me font mal à l'âme. 5 cents, 8 cents, parfois 1000 $ d'achats qui ne sont jamais des urgences. Mais je paie. Je paie toujours parce que j'ai peur de dire non. Peur qu'il me repousse. Peur de perdre la seule chose qui me reste dans ce monde. Ma famille. Le téléphone a vibré à nouveau sur la table. Un autre message de Suzanne. Maman, tu es fâchée? Ne sois pas dramatique, s'il te plaît. Ce n'est qu'une fête. Nous pourrons faire quelque chose de simple un autre jour. Quelque chose de simple un autre jour. Comme si ma vie pouvait être reportée. Comme si j'étais une course qui pouvait être remise à plus tard. J'ai regardé ce message et j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti envers ma propre fille. Du ressentiment, pur et cristallin. Et avec ce ressentiment est venue une terrible clarté. J'avais été une idiote pendant trop longtemps. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté éveillé au lit, fixant le plafond fissuré de ma chambre, écoutant le tic-tac de l'horloge murale qui avait appartenu à ma mère. Chaque seconde qui passait était comme un rappel de tout le temps que j'avais perdu à être pratique pour les autres. Je me suis levé à 3 heures du matin et j'ai marché pieds nus jusqu'au salon. J'ai allumé la petite lampe de coin, celle qui projette une lumière chaude et jaunâtre, et je me suis assise sur le canapé usé où j'avais passé tant de nuits à attendre que Suzanne rentre de ses sorties quand elle était adolescente. Sur la table basse,
il y avait une vieille boîte à chaussures. Je l'ai ouverte lentement comme si elle contenait quelque chose de sacré, et d'une certaine manière, c'était le cas. C'étaient des photographies. Des centaines de photographies documentant une vie d'amour inconditionnel et de sacrifice silencieux. La première photo que j'ai prise était celle de Suzanne à 6 ans. Elle était dans le jardin de notre ancienne maison, celle que j'avais dû vendre après la mort de mon mari. Elle portait une robe rose que j'avais cousue moi-même avec des volants aux manches et un nœud à la taille. Elle souriait, montrant l'espace où sa première dent était tombée. Je me suis souvenu parfaitement de ce jour. C'était son anniversaire. Nous n'avions pas d'argent pour une grande fête, mais je lui avais fait un gâteau au chocolat fait maison avec des fraises dessus. J'avais invité ses petites amies de l'école et organisé des jeux dans le jardin. Suzanne était la fille la plus heureuse du monde ce jour-là. Quand a-t-elle cessé de se soucier de mon bonheur de la même manière que je me souciais du sien? J'ai continué à regarder les photographies. Une de sa remise de diplôme au lycée où elle me serrait si fort qu'elle a failli me renverser. Une autre de son mariage où j'étais à ses côtés, l'aidant à fixer le voile qui s'était emmêlé dans ses cheveux. Une autre encore de la naissance de Chloé, où je tenais ma petite fille nouveau-née avec des larmes aux yeux. Sur toutes ces photos, j'étais là, toujours présente, toujours souriante, toujours à donner. Mais maintenant, quand j'avais besoin que quelqu'un soit là pour moi, quand je voulais célébrer avoir survécu 70 ans dans ce monde difficile, il s'avérait que c'était trop demandé. J'ai laissé les photos et je me suis dirigé vers le petit bureau que j'ai près de la fenêtre. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui que je n'ouvre presque jamais parce que ça me fait mal de voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai sorti un dossier usé avec le titre « Dépenses familiales » écrit de ma main sur la couverture. À l'intérieur, il y avait tout. Chaque reçu, chaque confirmation de virement, chaque relevé bancaire documentant des décennies d'aide financière. J'avais toujours été organisé avec l'argent. Même quand je n'en avais pas beaucoup, je gardais tout, non pas pour leur reprocher, mais parce que c'était ma façon de garder le contrôle sur quelque chose dans ma vie. J'ai commencé à parcourir les papiers avec un mélange de tristesse et d'étonnement. Les chiffres ont commencé à danser devant mes yeux, s'additionnant dans ma tête comme une calculatrice implacable. Les études de Suzanne, 45 000 $ au total. Entre les frais de scolarité, les livres, le matériel et les frais de subsistance. Son mariage, 8 000 $. L'acompte sur leur maison, 15 000 $. 5 ans à garder Chloé sans salaire. Si j'avais facturé ce que n'importe quel babysitter facturait à l'époque, cela représenterait environ 52 000 $. Les frais de scolarité de Chloé, que je paie depuis 4 ans, 57 600 $. L'assurance maladie de Suzanne pour les 10 dernières années, 42 000 $. La carte de crédit qu'elle utilise pour les urgences. J'avais fait les comptes il y a 6 mois dans un moment de détresse, et cela totalisait déjà plus de 38 000 $ accumulés au fil de toutes ces années, sans compter les petits prêts jamais remboursés, les 500 $ pour réparer leur voiture, les 1 200 $ pour remplacer le réfrigérateur. Les 800 $ pour payer une contravention de marque, les 300 $ pour des fournitures scolaires coûteuses pour Chloé. J'ai tout additionné mentalement, même si cela me faisait mal. Plus de 250 000 $ sur 25 ans. 250 000 $. Moi qui avais travaillé toute ma vie en gagnant un salaire modeste. Moi qui avais renoncé à voyager, à remplacer ma vieille voiture, à réparer les fuites de mon toit, à acheter de nouveaux vêtements ou à m'offrir même un petit luxe. 250 000 $ que j'avais donnés avec amour, pensant que je construisais des ponts. Sans savoir que je ne faisais que creuser ma propre tombe d'invisibilité. Et maintenant, il ne pouvait même pas dépenser d'argent pour ce cirque qu'était mon anniversaire. J'ai fermé le dossier et l'ai remis dans le tiroir. Mais quelque chose avait changé en moi pendant cette nuit sans sommeil. Ce n'était pas seulement de la douleur que je ressentais. C'était quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus dangereux. C'était de la clarté. La clarté brutale de quelqu'un qui voit enfin la vérité sans les filtres de l'amour aveuglé de la culpabilité maternelle. Il ne me voyait pas comme une mère. Il me voyait comme une ressource, une source inépuisable d'argent et de services gratuits, un distributeur automatique de billets avec des sentiments qu'il pouvait ignorer quand il le voulait. Je suis retourné me coucher alors que le ciel commençait à s'éclaircir, mais je n'ai plus essayé de dormir. Je suis resté là, regardant la lumière de l'aube filtrer à travers les rideaux bon marché que j'avais achetés en solde il y a 5 ans parce que je ne pouvais pas me permettre de meilleur. Et puis j'ai pris une décision.
Si pour eux j'étais juste un moyen d'obtenir ce dont ils avaient besoin, alors ce moyen était sur le point de se tarir. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas crier ou exiger. Je n'allais pas supplier pour leur attention ou leur affection. J'allais simplement fermer le robinet qui coulait dans une seule direction depuis bien trop longtemps. Je suis sorti du lit avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris une douche, me suis habillé d'un pantalon et d'un chemisier simple, et j'ai attaché mes cheveux en un chignon bas. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain et j'ai vu une femme de 69 ans qui avait vieilli en donnant tout aux autres. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu une femme qui avait encore le temps de vivre pour elle-même. J'ai attrapé mon sac à main, mis tous les documents importants dont j'aurais besoin à l'intérieur, et je suis sorti de mon appartement, le dos droit et la mâchoire serrée. Premier arrêt, la banque. Je suis entré dans l'agence à 9 h du matin, juste au moment où ils ouvraient les portes. La responsable de compte, une jeune femme nommée Patricia, qui m'a toujours traité avec gentillesse, m'a accueilli avec un sourire. « Bonjour, Madame Anderson. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je me suis assise en face de son bureau et j'ai sorti ma carte bancaire. Je dois annuler une carte de crédit supplémentaire qui est au nom de ma fille, Suzanne Rodriguez. Je dois également annuler tous les virements automatiques que j'ai programmés. Patricia a cligné des yeux, surprise par la fermeté de ma voix. « Bien sûr, Madame Anderson, y a-t-il un problème avec les comptes ?»« Il n'y a pas de problème, » ai-je répondu calmement. « Je fais simplement les ajustements nécessaires. » Il nous a fallu 40 minutes pour achever l'ensemble du processus. Patricia m'a montré chaque virement automatique sur l'écran de son ordinateur, et j'ai hoché la tête à chaque fois qu'elle me demandait si j'étais sûr de vouloir l'annuler. 1200 $ par mois pour l'université de Chloé. Annulé. 350 $ pour l'assurance maladie de Suzanne. Annulé. La carte de crédit supplémentaire avec un solde actuel de 2300 $. Bloqué et annulé. Quand nous avons eu fini, Patricia m'a regardé avec un mélange de respect et de curiosité. « Êtes-vous sûr de tout cela, Madame Anderson ? Ce sont des changements importants. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Je suis sorti de la banque, me sentant étrangement légère, comme si j'avais enlevé un lourd manteau que je portais depuis des décennies. Le soleil brillait dans la rue et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je pouvais respirer profondément sans que ma poitrine ne me fasse mal. Je me suis dirigé vers un café voisin et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai commandé un latte et une tranche de gâteau aux carottes, quelque chose que je ne m'autorisais normalement pas car c'était une dépense inutile. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je méritais aussi de petits plaisirs. Pendant que je sirotais mon café, j'ai sorti mon téléphone. J'avais 3 messages de Suzanne. « Maman, ta crise de nerfs est-elle terminée ? Marc dit que tu réagis de manière excessive. Ce n'est qu'une fête. Ce n'est pas grave. Tu vas m'ignorer maintenant ? » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement remis le téléphone dans mon sac à main et j'ai continué à savourer mon café parce que j'avais découvert quelque chose de puissant au cours de ces dernières 24 heures. Mon silence valait plus de 1000 mots. Les jours suivants se sont écoulés dans un calme étrange. Je suivais ma routine normale, me réveillant tôt, faisant mon café, arrosant les plantes du balcon, lisant le journal. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une sorte d'anticipation silencieuse, comme lorsque l'on sait qu'une tempête arrive, mais que le ciel est encore clair. Suzanne ne m'a plus écrit pendant 3 jours entiers. Je suppose qu'elle s'attendait à ce que je fasse le premier pas, à ce que je m'excuse pour ma crise de nerfs, à ce que je redevienne la mère soumise et conciliante que j'avais toujours été. Je ne l'ai pas fait. Le 4e jour, le premier signe que les choses changeaient est arrivé. C'était un jeudi après-midi quand j'ai reçu un appel de Suzanne. Pas un SMS, un vrai appel. J'ai regardé l'écran vibrer dans ma main et l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. « Allô, maman. » Sa voix semblait tendue, contrôlée. « Il faut qu'on parle. »« Je t'écoute. »« Je viens de recevoir un email de l'université de Chloé. Ils ont dit que le paiement de ce mois-ci avait été refusé. Tu as oublié de faire le virement. » Je me suis appuyé sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre. Un oiseau s'était posé sur la balustrade du balcon. Je n'ai pas oublié, Suzanne. J'ai annulé le virement automatique.
Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd et incrédule. Tu as fait quoi? J'ai annulé tous les virements automatiques et j'ai aussi bloqué la carte de crédit supplémentaire que tu avais. Maman, tu as perdu la tête? Comment as-tu pu faire une chose pareille sans nous consulter? Le mot « consulter » m'a fait rire. Un rire amer qui n'a pas quitté ma gorge. Suzanne, m'as-tu consulté avant d'annuler ma fête d'anniversaire? M'as-tu consulté avant de l'appeler ce cirque? Pour l'amour de Dieu, maman, une chose n'a rien à voir avec l'autre. Nous parlons de l'éducation de ta petite fille. Tu vas punir Chloé pour quelque chose que j'ai dit. Je ne punis personne. Je réorganise simplement mes finances. À 69 ans, je pense que j'ai le droit de décider ce que je fais de mon propre argent. Mais tu as toujours payé les études de Chloé. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Bien sûr que si. C'est mon argent, Suzanne. Ma pension. Ce n'est pas parce que j'ai décidé de vous aider pendant des années que je suis obligé de le faire pour le reste de ma vie. Je l'ai entendu respirer lourdement à l'autre bout du fil. Je pouvais l'imaginer dans sa cuisine moderne avec ses appareils en acier inoxydable que j'avais aidé à payer, serrant le téléphone fortement. Marc avait raison, a-t-elle finalement dit, son ton glacial. Il a dit que tu allais être dramatique et vindicative. C'est parce que nous avons annulé ta fête, n'est-ce pas? Tu fais une crise de nerfs enfantine. Quelque chose s'est brisé en moi avec ces mots. Ce n'était pas de la douleur. C'était de la libération. Pense ce que tu veux, Suzanne, mais les choses vont changer à partir de maintenant. Maman, écoute-moi. Si tu ne paies pas l'université de Chloé ce mois-ci, elle va perdre son semestre. Est-ce ce que tu veux? Ruiner l'avenir de ta petite fille pour un caprice? L'avenir de Chloé est la responsabilité de ses parents. Vous travaillez tous les deux. Vous avez de bons salaires. Vous pouvez payer son éducation vous-même. Nous ne pouvons pas. Nous avons le prêt immobilier, les dépenses de la maison, la nouvelle voiture de Marc. Nous ne pouvons pas nous permettre $1200 supplémentaires par mois. Alors vous devrez faire des ajustements comme j'en ai fait toute ma vie pour vous aider. Maman, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Tu sais, nous avons besoin de toi. C'était ça. La vérité nue et crue. Ils avaient besoin de moi. Pas qu'ils m'aimaient, pas qu'ils me valorisaient, pas qu'ils me respectaient. Ils avaient besoin de moi comme on a besoin d'un distributeur automatique ou d'une carte de crédit. Au revoir, Suzanne. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner, mais je l'ai mis en silencieux et l'ai laissé sur la table. Je suis resté là, sentant mon cœur battre la chamade. J'avais été forte. J'avais été ferme. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de fixer des limites. Je n'ai pas pu dîner ce soir-là. Je me suis préparé une tisane à la camomille et je me suis assise sur le balcon, enveloppé dans une vieille couverture, regardant les lumières de la ville s'allumer une par une. L'air frais de la nuit caressait mon visage, et j'ai fermé les yeux, essayant de trouver la paix au milieu du chaos que je venais de déchaîner. Je savais ce qui allait suivre. Je savais que ce n'était que le début. Et j'avais raison. Le lendemain, vendredi matin, ma sonnette a retenti à 8 heures tapantes. Je préparais un petit déjeuner simple, des œufs brouillés et des toasts. J'ai laissé la poêle sur la cuisinière et j'ai marché jusqu'à la porte. Quand je l'ai ouverte, Marc était là, grand dans son costume de travail gris, les cheveux gominés en arrière, et cette expression qu'il utilisait toujours quand il voulait intimider quelqu'un. Un mélange de supériorité et de condescendance. Bonjour, Carole. Marc. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je me tenais sur le pas de la porte, bloquant son entrée avec mon corps. J'ai besoin de vous parler. Ça ne prendra que 5 minutes. Il a soupiré comme s'il avait affaire à un enfant têtu. Carole, je sais que vous êtes contrariée par la fête, Suzanne me l'a dit. Et regardez, j'ai peut-être été un peu dur dans mes mots, mais vous devez comprendre que nous traversons une période financière difficile. Oh, vraiment? Je ne savais pas. Je pensais que vous vous en sortiez très bien avec vos emplois d'architecte. Nous nous en sortons bien, mais nous avons beaucoup de dépenses. La maison est grande. Elle a besoin d'entretien. La voiture de Suzanne est vieille. Nous devons la remplacer bientôt.
Et Chloé est dans une université chère parce que vous avez insisté pour qu'elle aille dans la meilleure. Je n'ai insisté sur rien. Vous avez choisi cette université. Et j'ai accepté d'aider, pas de tout payer pour le reste de ma vie. Marc a fait un pas en avant, réduisant la distance entre nous. Sa voix est devenue plus grave, plus menaçante. Écoutez-moi, Carole. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber comme ça. Nous avons construit notre vie en comptant sur votre soutien. Vous ne pouvez pas tout nous retirer du jour au lendemain parce que vos sentiments ont été blessés. Bien sûr que si. C'est mon argent. Cet argent est pour la famille, pour votre petite fille. Quel genre de grand-mère refuse une éducation à sa propre petite fille? J'ai senti la colère commencer à bouillir dans mon estomac. La colère pour des années de manipulation, d'être perçue comme une obligation et non comme une personne. Le genre de grand-mère qui en a marre d'être utilisée. Le genre de grand-mère qui a enfin réalisé que pour vous, elle n'est valable que lorsqu'elle distribue de l'argent. Vous êtes ridicule et égoïste. Suzanne est en miettes. Elle pleure depuis 2 jours à cause de vous. Comme c'est intéressant. Elle pleure parce que j'ai annulé les paiements, mais elle n'a pas pleuré quand elle a annulé mon anniversaire. Elle n'a pas pleuré quand elle l'a appelé un cirque. Marc a serré la mâchoire. Je pouvais le voir essayer de contrôler son tempérament. Vous savez quoi, Carole? Faites ce que vous voulez, mais ne venez pas nous pleurer plus tard quand vous serez toute seule dans cet appartement misérable sans personne pour vous rendre visite, personne qui se souvienne de vous, parce que c'est comme ça que vous finirez si vous continuez. Seul et abandonné. Ces mots ont essayé de percer mon armure, de trouver cette partie vulnérable de moi qui avait toujours eu peur de la solitude, de l'abandon, de ne pas être aimé. Mais quelque chose avait changé. J'avais changé. Je préfère être seul que d'être avec des gens qui ne me veulent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Maintenant, éloignez-vous de ma porte, Marc. Et ne revenez pas sans y être invité. J'ai fermé la porte au nez avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient en faisant glisser le verrou. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir, lourd et furieux. Je me suis appuyé contre la porte fermée et j'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait comme un tambour effréné. Mais je ne me sentais pas faible. Je ne me sentais pas effrayé. Je me sentais puissante parce que je venais de découvrir quelque chose de fondamental. Le respect qu'il ne m'avait jamais donné, je pouvais me le donner à moi-même. Je suis retourné dans la cuisine. Mes œufs brouillés avaient refroidi, mais je m'en moquais. Je les ai mangés quand même, assise près de la fenêtre, regardant la vie se dérouler normalement dans la rue en contrebas. Et en mangeant, je pensais à toutes les fois où j'avais cédé. Toutes les fois où j'avais dit oui alors que je voulais dire non. Toutes les fois où j'avais fait passer les besoins des autres avant les miens. Ces jours étaient révolus. Le cirque était fermé et je n'allais plus être le clown. Les jours suivants furent un étrange mélange de paix et de tension. D'une part, je ressentais une liberté que je n'avais pas connue depuis des décennies. D'autre part, je savais que la tempête ne faisait que commencer à se former à l'horizon. Pendant une semaine entière, je n'ai rien entendu de Suzanne ou Marc. Le silence était assourdissant mais aussi révélateur. Il confirmait ce que je soupçonnais déjà. Quand il n'y avait pas d'argent en jeu, je n'existais tout simplement pas pour eux. J'ai utilisé ce silence pour faire quelque chose que j'avais remis à plus tard pendant des années. Vivre pour moi-même. Lundi, je suis allé chez le coiffeur et j'ai fait une nouvelle coupe de cheveux. Rien de dramatique, juste un changement subtil qui m'a fait me sentir rafraîchi. La coiffeuse, une femme joyeuse nommée Rosa, m'a dit que j'avais l'air 10 ans plus jeune. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu une femme qui commençait à se reconnaître. Mardi, je suis allé au marché d'antiquités que j'avais toujours voulu visiter mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. J'ai marché parmi les étals remplis d'objets ayant une histoire, touchant le vieux bois des meubles, sentant l'odeur des livres d'occasion. J'ai acheté un petit vase en céramique peint à la main, de couleur crème avec des fleurs délicates. Il coûtait 25 $ et normalement j'aurais pensé que c'était une dépense inutile, mais ce jour-là, je l'ai acheté sans culpabilité. Mercredi, j'ai appelé mon amie Aurora que j'avais perdue de vue ces dernières années parce que j'étais toujours trop occupé à aider Suzanne pour quelque chose. Aurora avait 68 ans, veuve comme moi, et vivait seule dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Carole, quelle surprise de t'entendre. Je pensais que tu m'avais oublié, a-t-elle dit de ce ton chaleureux qu'elle avait toujours. Pardonne-moi,
Aurora. Je me suis perdu pendant longtemps. Tu vas bien? Tu as l'air différente. Et puis, sans le prévoir, je lui ai tout raconté. La fête annulée, le message blessant, les années d'aide financière, ma décision de couper le robinet d'argent. Tout est sorti de moi comme un flot qui avait été retenu trop longtemps. Aurora a écouté en silence et quand j'ai eu fini, elle a soupiré profondément. Oh, Carole, tu aurais dû faire ça il y a des années. Je te l'ai dit, tu te souviens il y a environ 5 ans quand tu m'as dit que tu avais payé la compte de leur maison. Je t'ai dit qu'il fallait fixer des limites. Je sais, tu avais raison, mais j'avais peur. Peur de quoi? De les perdre? D'être seul? Mais ma chère amie, les avais-tu vraiment? Parce que d'après ce que tu me dis, ils n'ont jamais été là pour toi. Seul ton argent l'était. Ces mots étaient une piqûre de rappel nécessaire. Aurora avait cette capacité à dire des vérités inconfortables avec amour. Viens prendre le café demain, a-t-elle dit avant de raccrocher. Nous avons beaucoup à nous dire, et j'ai aussi beaucoup à te raconter. La vie ne s'arrête pas à 70 ans, Carole. Elle ne fait que commencer. J'ai raccroché le téléphone, me sentant plus légère. Avoir une alliée, quelqu'un qui me comprenait sans jugement, était quelque chose dont je ne savais pas à quel point j'avais besoin jusqu'à ce moment. Jeudi après-midi, alors que je m'apprêtais à rendre visite à Aurora, la deuxième attaque est arrivée. Cette fois, ce n'était pas Marc à ma porte. C'était quelque chose de bien plus douloureux. La sonnette a retenti à 15 heures. Quand j'ai ouvert, Chloé était là. Ma petite fille, ma belle petite fille de 22 ans avec ses grands yeux qui m'avaient toujours rappelé son grand-père, mon défunt mari. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et elle portait un jean et un sweatshirt de son université. Elle avait l'air fatiguée avec des cernes sous les yeux. Grand-mère, a-t-elle dit doucement, mon cœur s'est serré dans ma poitrine. De toutes les personnes qui auraient pu venir m'attaquer, c'était celle qui avait le pouvoir de me faire douter de ma décision. Chloé, mon amour, entre, s'il te plaît. Nous sommes allés dans le salon et nous nous sommes assises sur le canapé. Je lui ai offert de l'eau, du café, quelque chose à manger, mais elle a secoué la tête. Elle était nerveuse, triturant ses mains sur ses genoux. Grand-mère, je suis venu vous parler de ce qui s'est passé. Tes parents t'ont envoyé. Elle a hésité un instant, et cette hésitation m'a donné la réponse. Maman est vraiment contrariée. Elle dit que vous avez cessé de payer mes études et que je vais rater mon semestre. Papa dit que vous êtes devenu égoïste du jour au lendemain. J'ai senti la colère commencer à bouillir en moi. Bien sûr, il l'avait envoyé. Il savait que Chloé était mon point faible. Mon talon d'Achille. Chloé, regarde-moi. J'ai attendu qu'elle lève les yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas quoi penser, grand-mère. Je suis confuse. Maman dit que vous avez annulé sa fête par dépit, et maintenant vous nous punissez tous. C'est ce qu'elle t'a dit? Que ce n'était qu'une fête? Chloé a hoché la tête lentement. J'ai pris une profonde inspiration avant de parler. Je devais faire attention. Je ne voulais pas utiliser ma petite fille comme une arme contre ses parents, mais je n'allais pas non plus les laisser me faire passer pour la méchante. Chloé, sais-tu depuis combien d'années je paie tes études? 4 ans. Et sais-tu combien j'ai payé au total? Elle a secoué la tête, se mordant la lèvre inférieure. 57 600 $. 1200 $ chaque mois pendant 48 mois. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Je pouvais voir qu'elle n'avait jamais fait le calcul. Jamais vraiment réfléchi à l'ampleur de ce sacrifice. Grand-mère, je ne savais pas que c'était autant. Non seulement cela, mon amour, toute ton enfance, je me suis occupé de toi sans jamais être payé un centime. 5 années complètes à être ta nounou à temps plein pendant que tes parents travaillaient. Sais-tu combien coûte une nounou? Chloé a commencé à secouer la tête, les larmes lui montant aux yeux. J'ai aussi payé les études de ta mère. J'ai payé la moitié de son mariage. J'ai donné la compte de la maison où tu vis. Je paie l'assurance maladie de ta mère depuis 10 ans. Et j'ai payé des milliers de dollars sur la carte de crédit qu'elle utilise pour des urgences qui ne sont jamais des urgences. Grand-mère, je n'en avais aucune idée. Personne n'en a aucune idée, Chloé,
parce que quand tu donnes en silence, les gens s'habituent à recevoir sans être reconnaissants. Cela devient une attente, pas un cadeau. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais grand-mère, j'ai besoin de finir mes études. Il ne me reste que 2 ans. Si je rate ce semestre, je prendrai du retard. Je sais, mon amour, et je ne veux pas que tu perdes ton éducation. Mais pourquoi cela doit-il être ma responsabilité? Tes parents travaillent. Ils gagnent tous les deux de bons salaires. Ils peuvent payer ton université. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas assez. Chloé, ton père a une nouvelle voiture qui a coûté 45 000 $. Une voiture de luxe qu'il a achetée il y a 6 mois. Ta mère vient de faire un voyage à Cancun avec ses amis qui a coûté 3 000 $. Mais il s'avère qu'ils n'ont pas 1 200 $ par mois pour l'éducation de leur fille. J'ai vu la prise de conscience poindre dans ses yeux. C'était douloureux de la voir se réveiller à la vérité sur ses propres parents, mais c'était nécessaire. Je ne savais pas pour la voiture. Papa a dit qu'il en avait besoin pour le travail. Chloé, écoute-moi. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Mais je ne peux pas continuer à être la banque familiale pendant qu'il dépense pour le luxe et que je vis avec le strict minimum. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas payer mes études seul. Je travaille à temps partiel au café de l'université, mais c'est à peine suffisant pour mes dépenses personnelles. Il y a les prêts étudiants. Il y a les bourses. Il y a des options. Mais la responsabilité de trouver ces options devrait être la tienne et celle de tes parents, pas la mienne. Elle s'est couvert le visage de ses mains et a commencé à pleurer. J'ai passé mon bras autour d'elle, sentant son corps trembler contre le mien. Ça faisait mal de la voir ainsi. Ça me faisait mal à l'âme. Mais je savais que si je cédais maintenant, si j'ouvrais à nouveau mon portefeuille par culpabilité, tout reviendrait à la normale. Je suis tellement désolé, grand-mère, a-t-elle sangloté contre mon épaule. Je suis désolé que maman et papa vous aient traité comme ça. Je suis désolé de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Ce n'est pas ta faute, mon amour. Tu n'es pas responsable des décisions de tes parents. Nous sommes restés ainsi longtemps, nous tenant l'une l'autre sur le canapé de mon petit salon tandis que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux. Quand elle s'est finalement éloignée, Chloé a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Grand-mère? Oui, mon amour. Est-ce vrai qu'ils ont annulé votre fête d'anniversaire? J'ai hoché la tête. Maman a dit que c'était parce qu'ils n'avaient pas le temps, mais papa a dit quelque chose à propos d'une dépense inutile. Ta maman l'a appelé ce cirque. Et ton papa a dit que je n'étais plus à un âge pour les fêtes. Chloé a fermé les yeux fortement comme si les mots lui causaient une douleur physique. C'est horrible. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient dit ça. Eh bien, ils l'ont fait. Elle est restée silencieuse un instant, puis m'a regardé avec détermination. Grand-mère, je ne suis pas venu ici uniquement parce qu'ils m'ont envoyé. Je suis aussi venu parce que je voulais m'excuser. Je savais pour votre fête. Maman m'a dit qu'ils allaient l'annuler et je n'ai rien dit. Je ne vous ai pas défendu. Et cela me rend aussi coupable qu'eux. Ces mots m'ont profondément ému. Voir ce niveau de maturité et d'honnêteté chez quelqu'un d'aussi jeune m'a donné de l'espoir. Chloé, le fait que tu sois ici à dire cela signifie déjà beaucoup pour moi. Non, grand-mère, ce n'est pas suffisant. J'ai fait partie du problème. J'ai accepté votre argent sans le remettre en question, sans vraiment vous remercier, sans réfléchir à ce que cela signifiait pour vous. Tu es ma petite fille. C'est naturel pour moi de vouloir t'aider. Mais il y a une différence entre aider et être utilisé. Et je pense que mes parents ont franchi cette ligne il y a longtemps. Je l'ai regardée avec fierté. Au milieu de tout ce chaos, elle faisait preuve d'une intégrité que ses parents semblaient avoir perdue en chemin. Vous savez ce que je vais faire, grand-mère, a-t-elle dit, redressant son dos. Je vais chercher des prêts étudiants. Je vais postuler à plus de bourses. Et je vais prendre un deuxième emploi si je dois le faire. Je ne vais pas vous laisser utiliser votre pension pour me soutenir. Les mots de Chloé m'ont rempli d'une émotion si profonde que j'ai dû retenir mes propres larmes. Ma petite fille, à 22 ans, faisait preuve de plus de maturité et de dignité que ses propres parents. Chloé, tu n'as pas à faire ça toute seule.
Nous pouvons chercher des options ensemble. Je peux t'aider à rechercher des bourses, à remplir des formulaires, mais tu as raison. Je ne peux pas continuer à assumer toute la responsabilité financière. Elle a hoché la tête, essuyant les dernières larmes de ses joues. Grand-mère, je peux vous demander quelque chose? Tout ce que tu veux, mon amour. Alliez-vous vraiment faire une fête, ou vouliez-vous juste réunir tout le monde? La question m'a prise par surprise. Je me suis appuyé sur le canapé et j'ai regardé le plafond, cherchant les bons mots. Je ne voulais pas une grande fête. Je voulais juste un dîner, quelque chose de simple. Je voulais que tout le monde soit là, à la même table, partageant la nourriture et les rires. Je voulais sentir qu'après 70 ans dans ce monde, j'avais construit quelque chose qui en valait la peine, une famille unie qui s'aimait vraiment. Je suis tellement désolé, grand-mère. Il n'avait pas le droit d'annuler ça. Et il n'avait certainement pas le droit de l'appeler ce. C'est du passé maintenant, Chloé. L'important maintenant est de regarder vers l'avenir. Elle est restée un peu plus longtemps, et avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Je vous aime, grand-mère, et je viendrai vous voir plus souvent, pas seulement quand j'aurai besoin de quelque chose. Je le promets. Je t'aime aussi, ma fille. Quand j'ai fermé la porte derrière elle, je me suis appuyé contre le bois et j'ai enfin laissé couler les larmes que j'avais retenues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, car au moins une personne de ma famille me voyait comme plus qu'une simple source d'argent. Cette nuit-là, j'ai reçu 5 appels de Suzanne. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis les messages ont commencé, l'un après l'autre. Une avalanche de mots désespérés. Maman, Chloé est venue me parler. Je n'arrive pas à croire que tu lui aies dit toutes ces choses. Tu empoisonnes ma fille contre moi. Maintenant, c'est moi la méchante après tout ce que j'ai fait pour toi. Marc dit que tu es sénile. Que peut-être nous devrions t'emmener voir un médecin. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Si tu veux être seul, tant pis. Mais ne viens pas nous pleurer plus tard. Maman, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ça dégénère. J'ai lu chaque message avec un calme qui m'a surprise. Les mots qui m'auraient autrefois brisé ne faisaient plus que confirmer ce que je savais déjà. Pour Suzanne, j'étais le problème, pas son ingratitude, pas son égoïsme. J'ai temporairement bloqué son numéro. J'avais besoin de paix. J'avais besoin de silence pour réfléchir, pour traiter tout ce qui se passait. Le lendemain, j'ai tenu mon rendez-vous avec Aurora. J'ai pris le bus jusqu'à son appartement, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Pendant le trajet, j'ai regardé la ville avec des yeux neufs. Les gens marchant dans les rues, chacun avec ses propres histoires, ses propres batailles. J'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps enfermé dans mon petit monde d'obligations familiales, que j'avais oublié qu'un univers entier existait dehors. Aurora vivait dans un immeuble plus ancien que le mien, avec des escaliers en bois qui grinçaient sous les pas. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a accueilli avec un grand sourire et une étreinte chaleureuse. Carole, entre. Entre. Je viens de faire du café frais, celui que tu aimes. Son appartement était petit mais confortable, rempli de plantes dans chaque coin et de photographies sur les murs. Ça sentait la cannelle et les vieux livres. Je me suis assise sur son canapé fleuri pendant qu'elle versait du café dans de fines tasses en porcelaine. Raconte-moi tout, a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi avec sa propre tasse. Comment te sens-tu ces derniers jours? Et donc j'ai parlé. Je lui ai raconté la visite de Marc, sa tentative de m'intimider, Chloé et sa promesse de trouver d'autres options, les messages de Suzanne m'accusant d'être sénile. Aurora a tout écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête, sirotant son café. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. Carole, je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre, mais tu en as besoin. Tu n'es pas responsable de sauver qui que ce soit. Tu n'es pas responsable du bonheur de Suzanne. Tu n'es pas responsable de l'avenir de Chloé. Et tu n'es certainement pas responsable de maintenir le style de vie que Marc et ta fille ont construit. Je sais. Dans ma tête, je sais. Mais mon cœur. Ton cœur a été entraîné pendant des décennies à ressentir de la culpabilité. À croire que ta valeur en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que personne est directement liée à combien tu donnes. Mais c'est un mensonge, Carole. Ta valeur ne dépend pas de ton utilité.
Ces mots sont tombés sur moi comme de l'eau fraîche un jour de chaleur. J'ai senti quelque chose en moi commencer à guérir. Sais-tu ce que j'ai fait quand mon fils m'a demandé de vendre ma maison pour lui donner l'argent, a continué Aurora, je lui ai dit non. Simple et direct. Il s'est mis en colère, a cessé de me parler pendant 6 mois. Mais tu sais quoi? Il est revenu et quand il est revenu, il avait appris à me valoriser, pas seulement mon argent. Et si Suzanne ne revient jamais? Alors tu auras appris quelque chose de très important, que le véritable amour ne s'achète pas. Et si elle n'était avec toi que pour ce que tu pouvais lui donner, alors elle n'a jamais vraiment été avec toi du tout. Nous sommes restés en silence un instant, laissant ces vérités s'installer entre nous. Carole, tu as 69 ans. Si Dieu le veut, tu as encore de nombreuses années à vivre. Vas-tu les passer à être l'esclave financière de ta famille, ou vas-tu vivre pour toi-même pour la première fois de ta vie? Je veux vivre pour moi-même, ai-je répondu, et en le disant à voix haute, j'ai ressenti une certitude qui m'a renforcé. Je veux voyager. Je veux lire ces livres que j'ai laissés sur l'étagère pendant des années. Je veux manger au restaurant sans me sentir coupable du coup. Je veux exister sans avoir à justifier mon existence. Aurora a souri largement. Alors fais-le. La vie est trop courte pour la vivre pour des gens qui ne te valorisent pas. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler de choses qui n'avaient rien à voir avec les problèmes familiaux. Elle m'a raconté le cours de peinture qu'elle avait commencé à suivre le mardi, le club de lecture qui se réunissait à la bibliothèque du quartier, un voyage qu'elle prévoyait de faire à Oaxaca avec un groupe d'amis. Tu devrais venir avec nous, a-t-elle dit avec enthousiasme. Nous partons dans 2 mois. C'est 10 jours tout compris. Cela coûte 800 $. Avant, j'aurais dit non immédiatement. 800 $ représentaient les 2/3 de ma pension mensuelle. C'était une dépense inutile. Mais maintenant, avec ma nouvelle perspective, je voyais ce voyage pour ce qu'il était vraiment, un investissement dans mon propre bonheur. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Mais dans mon cœur, je savais déjà que la réponse serait oui. Quand je suis retourné à mon appartement cet après-midi-là, je me suis senti renouvelé. Cela avait été une journée simple, sans drame, sans conflit, juste 2 amis buvant un café et se rappelant que la vie pouvait être légère quand on ne portait pas le poids des attentes des autres. Mais la paix ne durerait pas longtemps. Le lendemain, samedi matin, j'arrosais mes plantes de balcon quand j'ai entendu des voix fortes dans le couloir. Des voix que j'ai reconnues immédiatement. Suzanne et Marc. Ils s'approchaient de ma porte, se disputant. J'entendais des fragments de leur conversation à travers la porte. Laisse-moi parler, Marc. C'est ma mère. Ta mère est devenue impossible. Quelqu'un doit la remettre à sa place. Laisse-moi d'abord essayer de la raisonner. Ils ont sonné à la porte avec insistance. 1 fois, 2 fois, 3 fois de suite. Puis ils ont commencé à frapper à la porte. Maman, je sais que tu es là. Ouvre la porte. Je suis resté immobile dans mon salon, regardant la porte comme si c'était une barrière entre 2 mondes différents. De l'autre côté se trouvait mon ancienne vie, pleine d'obligations et de sacrifices. De ce côté se trouvait ma nouvelle vie, celle que je commençais tout juste à construire. Carole, ouvrez cette porte tout de suite. La voix de Marc était autoritaire, comme s'il avait le droit d'exiger quoi que ce soit de moi. Je n'ai pas ouvert. Je suis resté là, dans mon propre espace, protégeant ma paix retrouvée. Les coups ont continué pendant 5 minutes. Puis j'ai entendu Suzanne parler à quelqu'un au téléphone, probablement en essayant de m'appeler. Mon téléphone, toujours en silencieux, a vibré sur la table. Elle n'ouvre pas. Peut-être qu'elle n'est pas là, ai-je entendu Suzanne dire. Oh, elle est là, elle nous ignore exprès, a répondu Marc avec ressentiment. C'est ridicule. Je vais devoir demander une clé d'urgence au gérant de l'immeuble. Laisse-la. Si elle veut jouer les importantes, qu'elle le fasse. Elle verra quand elle aura vraiment besoin de nous. Leurs pas se sont estompés dans le couloir, et j'ai enfin pu respirer normalement. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'avoir tenu bon. Je me suis versé un verre d'eau et me suis assise près de la fenêtre. Le soleil brillait dehors, indifférent aux drames humains qui se déroulaient dans de petits appartements et des cœurs blessés. J'ai pris mon téléphone et j'ai débloqué le numéro de Suzanne. Non pas parce que je voulais lui parler, mais parce que je voulais voir ce qu'elle avait à dire.
Il y avait 12 nouveaux messages. Le dernier disait « Très bien, maman. Si c'est comme ça que tu veux que les choses soient, qu'il en soit ainsi. Mais souviens-toi que tu as choisi ça. Tu as choisi l'argent plutôt que ta famille. » J'ai lu ce message plusieurs fois, sentant comment chaque mot essayait de se tordre en moi comme un serpent venimeux. Il voulait me faire sentir coupable. Il voulait que je croie que tout était de ma faute, mais ça n'allait plus marcher. J'ai écrit une réponse courte et claire. Je n'ai pas choisi l'argent plutôt que la famille, Suzanne. J'ai choisi ma dignité plutôt que d'être utilisé. Il y a une grande différence. J'ai envoyé le message et j'ai remis mon téléphone en silencieux parce que j'avais appris quelque chose de fondamental ces derniers jours. Le silence pouvait être plus puissant que 1000 mots. Et parfois, la meilleure réponse était de simplement continuer à vivre, à avancer sans laisser le poison des autres contaminer ma paix. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un calme tendu. Suzanne et Marc ne se sont plus présentés à ma porte, mais les messages continuaient d'arriver sporadiquement. Certains étaient des tentatives de manipulation émotionnelle. D'autres étaient des menaces voilées. Et certains étaient simplement des rappels de factures que j'étais censé payer. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, je me suis concentré sur quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Me découvrir moi-même. J'ai commencé à me réveiller plus tôt, non par obligation, mais parce que je voulais sincèrement voir le lever du soleil depuis mon balcon. Je me préparais un café sans me presser, sans penser aux 1000 tâches que j'avais à faire pour les autres. Juste moi, mon café, et le silence du matin. Je me suis inscrite au cours de peinture qu'Aurora m'avait recommandé. C'était le mardi et le jeudi après-midi dans un petit atelier communautaire à 3 pâtés de maison de chez moi. L'instructeur était un homme âgé nommé Antonio, aux cheveux complètement blancs et aux mains tachées de peinture en permanence. L'art, ce n'est pas d'être parfait, nous a-t-il dit le premier jour. C'est d'exprimer ce que l'on porte en soi. Je n'avais pas touché un pinceau depuis l'école primaire, il y a plus de 60 ans. Mais quand j'ai commencé à mélanger les couleurs sur la palette, quand j'ai senti la texture de la peinture glisser sur la toile, quelque chose s'est réveillé en moi, quelque chose qui sommeillait depuis longtemps. J'ai peint un coucher de soleil. Les couleurs étaient imparfaites, les lignes tremblantes, mais c'était le mien, complètement le mien. Et quand je l'ai terminé, j'ai ressenti une fierté que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai aussi commencé à marcher. Tous les matins après le café, j'enfilais mes chaussures confortables et je marchais dans le parc qui se trouvait à 10 minutes de mon appartement. J'observais les jeunes mères avec leurs bébés, les vieux hommes jouant aux échecs sous les arbres, les chiens courant librement sur l'herbe. La vie continuait, belle et simple, sans avoir besoin de mon sacrifice pour exister. Un après-midi, en me promenant au marché, achetant des légumes frais, j'ai croisé une voisine de mon immeuble. Son nom était Teresa. Elle avait environ 75 ans. Et elle me saluait toujours cordialement dans l'ascenseur. « Carole, quel plaisir de te voir », a-t-elle dit avec un sourire. « Tu as l'air différente. As-tu fait quelque chose à tes cheveux ? Je viens de les faire couper un peu. » Non, ce n'est pas seulement ça. Tu as l'air plus légère, comme si un poids avait été soulevé de tes épaules. Ces mots m'ont surprise par leur précision. Peut-être que je me suis débarrassé d'un poids, ai-je répondu avec un sourire. Tant mieux pour toi. À notre âge, nous n'avons pas le temps de porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Cette simple conversation m'a accompagné le reste de la journée. Teresa avait raison. À presque 70 ans, chaque jour était un cadeau, et j'avais gâché ce cadeau en portant les responsabilités des autres. Mais tout n'était pas paix et découverte de soi. Il y avait aussi des moments de profonde douleur, des doutes qui m'assaillaient la nuit quand tout était silencieux. Il y a eu une nuit en particulier, 2 semaines après le début de tout ce conflit, quand je me suis réveillé à 3 heures du matin, avec une lourdeur dans la poitrine. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine pour me faire une tisane afin de calmer mes nerfs. Pendant que j'attendais que l'eau bouille, j'ai pris mon téléphone. Il y avait un message de Chloé qui était arrivé environ 1 heure auparavant. « Grand-mère, vous êtes réveillée ? J'ai besoin de vous parler. » J'ai répondu immédiatement. « Je suis réveillé, mon amour. Tout va bien ? » Sa réponse est venue en quelques secondes. « Puis-je vous appeler ? » Bien sûr. Le téléphone a sonné presque instantanément. J'ai décroché et j'ai entendu sa voix à l'autre bout du fil. Tendue et inquiète.
Grand-mère, désolé de vous envoyer un SMS si tard. C'est juste que je viens d'avoir une terrible dispute avec mes parents. Que s'est-il passé, Chloé? Je leur ai dit que j'avais obtenu un prêt étudiant pour couvrir le reste du semestre. J'ai aussi postulé à 3 bourses différentes et j'attends une réponse. Et je leur ai dit que j'avais trouvé un deuxième emploi. Je vais travailler les week-ends dans une librairie. C'est merveilleux, mon amour. Je suis si fier de toi. Mais ils se sont tellement fâchés. Maman a dit que je jouais à votre jeu, que j'étais manipulé par vous. Et papa a dit que c'était ridicule que je travaille autant alors que j'ai une grand-mère avec de l'argent qui pourrait m'aider. J'ai senti cette colère familière commencer à bouillir dans mon estomac. Chloé, écoute-moi. Tu n'es pas manipulée. Tu es responsable. Tu prends le contrôle de ta propre vie. Et c'est admirable. Je sais, grand-mère, mais c'est difficile. Maman a pleuré et m'a dit que je détruisais la famille. Que à cause de moi, vous deux ne vous parlez plus. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Cela n'a rien à voir avec toi. C'est entre ta mère et moi, mais je me sens piégé au milieu. J'aime tout le monde, et voir la famille divisée comme ça me fait mal. Sa voix s'est brisée à la fin, et j'ai senti mon cœur se fendre en deux. C'était exactement ce que j'avais craint, que Chloé soit prise dans un conflit qui n'était pas le sien. Mon amour, tu n'as pas à choisir ton camp. Tu peux aimer ta mère et aussi comprendre que ce qu'elle a fait était mal. Les deux choses peuvent coexister. Pensez-vous que cela se réparera un jour? Je ne sais pas, Chloé. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas redevenir la personne que j'étais. Je ne peux pas retourner à les laisser me traiter comme un distributeur automatique de billets sur pattes. Et si ta mère ne peut pas accepter cela, alors peut-être que la relation que nous avions n'a jamais été réelle. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Grand-mère, je peux vous demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Regrettez-vous tout ce que vous avez fait pour nous, tout l'argent que vous avez dépensé? La question m'a prise au dépourvu. Je suis resté là, dans ma cuisine sombre, la vapeur du thé s'élevant en spirale devant mon visage, réfléchissant à la réponse. Je ne regrette pas de t'avoir gardé quand tu étais bébé. Je ne regrette pas les nuits où je suis resté éveillé à te chanter. Je ne regrette pas les fois où je t'ai emmené au parc ou où je t'ai lu des histoires avant de dormir. Ce sont de beaux souvenirs que je garde dans mon cœur. J'ai fait une pause avant de continuer. Mais je regrette de ne pas avoir fixé de limite. Je regrette d'avoir permis à mon aide de devenir une attente. Je regrette de ne pas m'être suffisamment valorisé pour dire non quand c'était nécessaire. Je comprends, a murmuré Chloé. Mais je ne vous regretterai jamais, jamais. Vous êtes l'une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. Je l'ai entendu renifler doucement. Je vous aime, grand-mère, et je promets que je continuerai à vous rendre visite, quoi que mes parents en disent. Je t'aime aussi, ma fille. Maintenant, essaie de dormir. Tout paraîtra mieux à la lumière du jour. Quand j'ai raccroché, je suis resté là, tenant le téléphone contre ma poitrine. Le thé avait refroidi dans la tasse, mais je n'en avais plus besoin. Parler avec Chloé m'avait donné la paix que je cherchais. Les jours ont continué leur cours tranquille. Il était temps de prendre une décision concernant le voyage à Oaxaca avec Aurora et ses amis. Je me suis assise à mon bureau avec mon carnet de comptes et j'ai examiné mes finances attentivement. Sans les paiements mensuels à Suzanne, ma pension de $1200 par mois était maintenant entièrement la mienne. Mes dépenses de base, loyer, charges, nourriture, transport, s'élevaient à environ $700 par mois. Il me restait donc $500 libres chaque mois. $500 qui s'évaporaient auparavant dans les urgences de Suzanne. $500 que je pouvais maintenant utiliser pour moi-même. Dans 2 mois, je pourrais économiser plus qu'assez pour le voyage de $800 et avoir un petit supplément pour mes dépenses personnelles. J'ai appelé Aurora le même après-midi. Compte sur moi pour Oaxaca, ai-je dit sans préambule. Elle a crié de joie à l'autre bout du fil. Carole, ça va être merveilleux. Nous allons voir les plages, les marchés artisanaux. Nous allons manger la meilleure cuisine. Ça va être une aventure. Une aventure. 70 ans et j'allais enfin avoir une aventure qui n'appartenait qu'à moi. Mais avant que je ne puisse pleinement savourer cette décision, un autre coup est arrivé. C'était un vendredi après-midi quand mon interphone a sonné. Cette fois,
je n'ai pas reconnu la voix. Madame Anderson, c'est Daniel Ruiz, avocat de la famille Rodriguez. Je dois vous parler d'une question juridique. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Un avocat? Suzanne était-elle allée si loin? De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Ma voix tremblait. Je préférerais en discuter en personne, madame. Cela ne prendra que quelques minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai fait entrer. Quand j'ai ouvert la porte, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume sombre et portant une mallette en cuir, se tenait devant moi. Madame Anderson, je suis désolé de vous déranger. Je représente votre fille, Suzanne Rodriguez, et son mari, Marc Rodriguez. Que veulent-ils maintenant? Il a sorti des papiers de sa mallette. Mes clients m'ont informé que vous avez unilatéralement annulé plusieurs arrangements financiers que vous aviez établis avec eux, notamment le paiement des études universitaires de votre petite fille et l'utilisation d'une carte de crédit supplémentaire. Ce n'étaient pas des arrangements légaux. C'était moi qui aidais ma famille de ma propre volonté. Je comprends, madame. Cependant, mes clients soutiennent que ces paiements ont été effectués de manière constante pendant des années, créant une attente raisonnable de continuation. Ils ont structuré leurs finances personnelles en fonction de cette aide. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ils me menaçaient d'une action en justice parce que j'avais arrêté de leur donner de l'argent. Dites à vos clients qu'il n'y a aucune obligation légale de ma part. Je n'ai signé aucun contrat. Je n'ai aucune dette envers eux. Et s'ils veulent porter cette affaire devant les tribunaux, qu'ils le fassent. Mais je vous assure qu'un juge verra cela pour ce que c'est exactement. Une famille cupide essayant d'extorquer une femme âgée. L'expression de l'avocat a changé. Je pouvais voir qu'il ne s'attendait pas à ce que je réponde avec une telle fermeté. Madame Anderson, personne ne parle d'extorsion. Mes clients veulent simplement parvenir à un accord. Quel genre d'accord? Ils proposent que vous continuiez avec au moins le paiement des frais de scolarité de votre petite fille jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Ce n'est que 2 ans de plus. En échange, ils ne demanderont aucune forme de compensation légale pour l'argent qu'ils ont déjà investi en s'attendant à votre soutien continu. Je l'ai fixé, sentant mon incrédulité se transformer en une colère froide et contenue. Sortez de chez moi, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Madame, s'il vous plaît, soyez raisonnable, a-t-il dit. Sortez de chez moi maintenant. Il a rapidement ramassé ses papiers et s'est dirigé vers la porte. Mes clients attendent une réponse dans les 48 heures, a-t-il dit avant de partir. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, sentant tout mon corps trembler. Non pas de peur, mais d'une rage si profonde qu'elle a failli m'étouffer. Après le départ de l'avocat, je suis resté paralysé pendant plusieurs minutes. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir avant qu'elles ne s'effondrent sous moi. Ma propre fille avait envoyé un avocat. Pas un coup de téléphone sincère, pas des excuses, pas une véritable tentative de réconciliation. Un avocat avec des menaces voilées et du chantage émotionnel déguisé en accord. J'ai pris le téléphone avec des mains tremblantes et j'ai appelé Aurora. J'avais besoin d'entendre une voix amie avant que la rage ne me consume complètement. Carole, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. Je lui ai tout raconté. Chaque mot dit par l'avocat, chaque menace implicite, chaque tentative de manipulation juridique. Quand j'ai eu fini, il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Cette fille a dépassé les bornes, a finalement dit Aurora d'une voix dure que je n'avais jamais entendue. Carole, écoute-moi. Tu dois te protéger. Tu dois parler à un vrai avocat, pas à la marionnette qu'ils ont envoyée. Je n'ai pas d'argent pour des avocats, Aurora. Il existe des services juridiques gratuits pour les personnes âgées. Demain, nous en trouverons un. Tu ne vas pas affronter ça seul. Sa fermeté m'a donné de la force. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti la détermination remplacer la peur. Tu as raison. Je ne vais pas me laisser intimider. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai tourné et viré pendant des heures, pensant à la façon dont j'en étais arrivé là. À quel moment ma fille s'était-elle transformée en cette personne capable de me menacer légalement pour de l'argent? Je me suis souvenu de la petite fille qui montait sur mes genoux pour que je lui lise des histoires. L'adolescente qui pleurait dans mes bras quand son cœur s'était brisé pour la première fois. La jeune mère qui m'appelait à minuit désespérée, ne sachant pas comment calmer son bébé qui pleurait. Où est passée cette fille?
Ou avait-elle toujours été comme ça? Et je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Le lendemain matin, Aurora est arrivée à mon appartement tôt. Elle avait fait ses recherches et trouvé une clinique juridique qui offrait des conseils gratuits aux personnes âgées. Nous avons pris le bus ensemble jusqu'au centre-ville. L'avocate qui nous a reçus s'appelait Francis. C'était une femme d'une cinquantaine d'années avec d'épaisses lunettes et un sourire bienveillant. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes de temps en temps. « Madame Anderson, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, laissez-moi être très clair avec vous. Il n'y a absolument aucune base légale pour ce que votre fille menace. Vous n'avez aucune obligation légale de soutenir financièrement votre fille adulte ou votre petite fille adulte. Les cadeaux et l'aide volontaire ne créent pas de contrats implicites. Donc, ils ne peuvent pas me poursuivre en justice. Ils peuvent essayer, mais n'importe quel juge rejettera l'affaire immédiatement. Ce qu'ils font, c'est de l'intimidation et du harcèlement. En fait, vous pourriez envisager d'obtenir une ordonnance de restriction si le harcèlement continue. » Ces mots étaient comme un baume sur une plaie ouverte. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas égoïste. J'avais tous les droits du monde de faire ce que je voulais de mon propre argent. Que dois-je faire s'il me contacte à nouveau? Ne répondez à aucune communication de leur avocat. S'il persiste, je peux leur envoyer une lettre moi-même pour clarifier votre position légale et documenter tout. Message, appel, visite. Si cela dégénère, cette documentation sera importante. J'ai quitté ce bureau, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des semaines. Aurora m'a serré dans ses bras dans la rue. Tu vois, tu n'es pas seul là-dedans. Et la loi est de ton côté. Nous avons décidé de célébrer avec un déjeuner dans un petit restaurant mexicain qu'Aurora connaissait. Nous avons commandé des enchiladas verdes et du thé glacé à l'hibiscus. Pendant que nous mangions, nous avons parlé de choses triviales, de la vie, de nos projets pour le voyage à Oaxaca. Pendant un instant, j'ai pu oublier tout le drame et simplement profiter de la compagnie d'une véritable amie. Quand je suis retourné à mon appartement cet après-midi-là, il y avait une enveloppe sous ma porte. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. C'était une lettre manuscrite. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était de Chloé. Chère grand-mère, commençait-elle. Je ne sais pas comment commencer cette lettre si ce n'est en disant « Je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce qui se passe. Je suis désolé que mes parents soient allés si loin quand j'ai appris qu'ils avaient envoyé un avocat chez vous. J'avais tellement honte et j'étais furieuse. J'ai continué à lire, les larmes commençant à brouiller ma vision. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas d'accord avec tout cela. Je leur ai dit qu'ils étaient cruels et injustes. J'ai eu une terrible dispute avec eux. Papa m'a dit que si je continuais à prendre votre parti, je devrais trouver un autre endroit où vivre. Alors c'est exactement ce que je vais faire. Mon cœur s'est arrêté. J'ai trouvé une chambre dans une colocation avec d'autres étudiants. C'est petit, mais c'est le mien. Je déménage le week-end prochain. Je ne veux pas continuer à vivre dans une maison où les gens que j'aime sont traités comme ça. Je sais que ce sera difficile financièrement, mais je préfère me débrouiller seul que d'en faire partie. J'ai dû m'asseoir pour continuer à lire. Grand-mère, vous m'avez appris par votre exemple ce que signifie avoir de la dignité. Vous m'avez appris que le véritable amour ne se mesure pas en dollars, et maintenant je vois que mes parents ont oublié cette leçon. Ou peut-être ne l'ont-ils jamais apprise, mais moi, oui. Je vous aime non pas pour ce que vous pouvez me donner, mais pour qui vous êtes, et je serai toujours de votre côté. Votre petite fille adorée, Chloé. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Ma petite fille, ma belle petite fille, quittait le confort de sa maison par principe pour moi, pour ce qui était juste. J'ai pris le téléphone et je l'ai appelée immédiatement. Grand-mère, a-t-elle répondu doucement. Chloé, je viens de lire ta lettre. Tu es contrariée. Contrariée? Mon amour, je suis fier. Plus fier que les mots ne peuvent l'exprimer. Mais je ne veux pas que tu sacrifies ton confort pour cela. Ce n'est pas un sacrifice, grand-mère. C'est un choix, et c'est le bon. As-tu besoin d'aide pour le déménagement, pour les premières dépenses? Grand-mère, non. C'est quelque chose que je dois faire seul, mais j'adorerais que vous veniez voir ma nouvelle chambre une fois que je serai installé. Rien ne me ferait plus plaisir. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a parlé de ses colocataires,
de la façon dont elle organisait ses horaires de travail et d'études, des bourses pour lesquelles elle attendait une réponse. Chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Elle allait s'en sortir. Elle était forte. Elle avait de l'intégrité. Elle était tout ce qu'une grand-mère pouvait espérer de sa petite fille. Quand nous avons raccroché, je me suis assise sur mon canapé, regardant par la fenêtre alors que le soleil commençait à se coucher. La lumière dorée de l'après-midi remplissait mon petit salon, faisant tout briller d'une douce chaleur. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. La trahison, la douleur, la colère, mais aussi l'éveil, la redécouverte de moi-même, les nouvelles amitiés renforcées, la liberté de vivre sans porter le poids des attentes des autres. Et maintenant cela, ma petite fille, me montrant que mon exemple n'avait pas été vain, qu'au moins une personne de ma famille avait compris le message, que la dignité et l'amour de soi n'étaient pas des concepts vides, mais des piliers sur lesquels bâtir une vie. 3 autres semaines se sont écoulées sans aucune tentative de Suzanne de me contacter. Le silence était absolu, comme si j'avais cessé d'exister pour elle. Curieusement, ce silence ne m'a pas fait autant de mal que je l'avais pensé. C'était libérateur, comme enlever une chaussure qui vous pinçait depuis des années. Aurora et moi sommes devenus inséparables. Nous nous voyons au moins 3 fois par semaine, partageant des cafés, des promenades dans le parc, des visites au marché. Elle m'a présenté ses autres amis du groupe de voyage, Francis, une enseignante d'école primaire à la retraite avec un rire contagieux, et Teresa, la veuve qui avait voyagé à l'autre bout du monde après le décès de son mari. La vie après 60 ans est comme une seconde naissance, m'a dit Teresa un après-midi alors que nous buvions du thé sur son balcon. Tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu peux enfin être qui tu as toujours voulu être. Ces mots ont résonné profondément en moi. Le cours de peinture est devenu mon refuge préféré. Antonio, l'instructeur, a remarqué que je peignais toujours des paysages avec des horizons ouverts, des plages, des montagnes, des routes qui disparaissaient au loin. Vous cherchez la liberté dans votre art, m'a-t-il dit un jour, observant ma dernière œuvre. Je le vois dans chaque coup de pinceau. Il avait raison. Je cherchais la liberté et lentement je la trouvais. J'ai aidé Chloé à déménager un samedi ensoleillé. Sa nouvelle chambre était petite, à peine assez de place pour un lit simple, un bureau et un placard. Mais quand j'ai vu ses yeux s'illuminer en organisant ses livres sur l'étagère, j'ai su qu'elle avait pris la bonne décision. C'est parfait, grand-mère. C'est tout à moi. Je lui ai donné un nouveau jeu de drap et quelques petites plantes pour la décoration. Pas grand-chose, juste assez pour lui faire savoir que j'étais là pour elle tout en respectant son indépendance. Grand-mère, je peux vous dire quelque chose, a-t-elle dit alors que nous faisions une pause, assise sur son nouveau lit. Bien sûr, mon amour. Maman est venue me voir il y a 2 jours. Elle m'a supplié de rentrer à la maison. Elle a dit que tout cela était un malentendu, qu'il me manquait, que la maison semblait vide sans moi. Et qu'as-tu dit? Je lui ai demandé si elle vous avait parlé, si elle s'était excusée auprès de vous, si elle avait essayé de réparer les choses. Chloé a fait une pause, regardant ses mains. Elle a obtenu une clé, et c'est là que j'ai su qu'elle ne me manquait pas vraiment. Elle voulait juste me contrôler. Je suis tellement désolé, Chloé. Je sais que ça doit être difficile pour toi. C'est difficile, mais c'est aussi nécessaire. Pour la première fois de ma vie, je vois mes parents clairement, et je n'aime pas ce que je vois. Je l'ai serré dans mes bras, sentant sa douleur, mais admirant aussi sa force. Les jours ont continué leur cours tranquille. J'ai établi une routine qui me remplissait de satisfaction. Me réveiller tôt, marcher dans le parc, prendre mon petit déjeuner sans me presser, peindre ou lire l'après-midi, cuisiner des repas simples que j'appréciais juste pour moi. J'ai découvert de petits plaisirs que j'avais oubliés. Le goût du café fraîchement moulu sans penser aux tâches du jour. Le son de la pluie contre la fenêtre sans me soucier de personne d'autre. Le silence de la nuit sans attendre d'appels urgents. Un après-midi, en feuilletant un livre de cuisine dans la librairie où travaillait Chloé, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Madame Anderson. C'était une voix de femme que je ne reconnaissais pas. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Clara. Je suis la mère de l'une des colocataires de votre petite fille Chloé. Mon cœur s'est accéléré. Tout va bien? Quelque chose est-il arrivé à Chloé? Non. Non.
Elle va parfaitement bien. En fait, je vous appelle pour une autre raison. Chloé m'a parlé de votre situation familiale et je... Eh bien, je voulais vous dire quelque chose. Oui. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a environ 10 ans. Mes enfants me traitaient comme une banque sur pattes. Tout ce que je donnais n'était jamais suffisant jusqu'au jour où, comme vous, j'ai décidé que ça suffisait. Et que s'est-il passé? Ce fut terrible au début. Je me suis senti coupable, seul, comme la pire mère du monde. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Mes enfants ont dû apprendre à être responsables. Et quand ils sont finalement revenus vers moi, ils l'ont fait avec un respect sincère, pas avec les mains tendues. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Combien de temps cela a-t-il pris? 2 ans. Ce furent 2 dures années. Je ne vais pas mentir. Mais au final, j'ai retrouvé à la fois ma dignité et mes enfants. Seulement cette fois, la relation était réelle. Merci de m'avoir appelé. Vous ne savez pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Votre petite fille parle de vous avec tellement d'amour et d'admiration. Je voulais juste que vous sachiez que vous faites ce qu'il faut, même si ça fait mal. Quand j'ai raccroché, les larmes coulaient sur mes joues, mais c'étaient des larmes de soulagement. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas cruelle. J'étais forte. Le voyage à Oaxaca approchait. J'avais déjà économisé les $800, ma valise était prête, et une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Ce serait ma première fois à voyager sans avoir à me soucier de personne d'autre, sans avoir à répondre à des appels urgents, sans me sentir coupable de dépenser pour moi-même. 3 jours avant le voyage, la communication que j'attendais et craignais est enfin arrivée. Suzanne est apparue à ma porte un mardi après-midi, seule, sans Marc. Quand j'ai ouvert la porte et l'ai vue là, j'ai remarqué qu'elle avait l'air différente, plus mince, avec des cernes sous les yeux, ses cheveux sans leur éclat habituel. « Maman », a-t-elle dit simplement. Nous nous sommes juste regardés un long moment. Je n'ai rien dit, attendant qu'elle prenne l'initiative. Finalement, elle a parlé à nouveau. « On peut parler ?» J'ai reculé, la laissant entrer. Elle s'est assise sur le canapé, au même endroit où elle s'asseyait enfant. Je me suis assise sur la chaise en face d'elle, gardant une certaine distance. « Je ne sais pas comment commencer », a-t-elle dit, regardant ses mains. « Commence par où tu veux. » Chloé a quitté la maison. Tu le savais. Je sais. Je l'ai aidé à déménager. Quelque chose a traversé son visage. Douleur, jalousie, ressentiment. Bien sûr. Bien sûr que vous le saviez. Maintenant, elle est votre alliée et je suis la méchante. Personne n'a dit que tu étais une méchante, Suzanne, mais tu as été injuste. Injuste? Maman, vous avez coupé tout soutien financier du jour au lendemain. Comment vous attendiez-vous à ce que nous réagissions? J'ai pris une profonde inspiration, cherchant le calme avant de répondre. Suzanne, te souviens-tu comment tu as appelé mon 70e anniversaire? Elle a baissé les yeux. Un cirque. Tu l'as appelé un cirque. Et Marc a dit que je n'étais plus à un âge pour les fêtes. Tu ne m'as pas demandé ce que je voulais. Tu ne t'es pas soucié que ce soit important pour moi. Tu as juste décidé que je ne valais pas la peine d'être dépensé. C'était juste une expression, maman. Je ne le pensais pas méchamment. Oh, tu ne le pensais pas? Alors dis-moi, Suzanne, quand est la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais? Quand est la dernière fois que tu m'as invité à un repas sans demander quelque chose? Quand est la dernière fois que tu m'as donné quelque chose sans rien attendre en retour? Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle n'avait pas de réponse parce que la vérité était évidente. Jamais. J'ai payé pour votre vie pendant 25 ans, ai-je continué, sentant les mots enfin couler librement. Votre éducation, votre mariage, votre maison, votre assurance maladie, l'université de Chloé, vos urgences constantes. Plus de $250 000, Suzanne. Et jamais, pas une seule fois, je n'ai reçu un véritable merci. Maman, Laisse-moi finir. Tu m'as utilisé. Tu m'as vu comme une ressource, pas une personne. Et quand j'ai finalement dit assez, quand j'ai fixé une limite, tu as envoyé un avocat avec des menaces. Ta propre mère, Suzanne. À quel moment as-tu perdu ton cœur? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues.
Je ne voulais pas que cela en arrive là. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là? Suzanne est restée silencieuse longtemps, les larmes tombant sur ses mains jointes. Quand elle a finalement parlé, sa voix n'était qu'un murmure. Parce que vous aviez raison sur tout. J'ai levé les yeux, surprise. Je ne m'attendais pas à entendre ces mots. Marc et moi, nous nous sommes habitués à votre aide. C'est devenu si normal que nous avons cessé de le voir comme un cadeau et avons commencé à le voir comme quelque chose que vous nous deviez. Comme si c'était votre obligation de nous maintenir à l'aise. Et maintenant? Maintenant Chloé ne me parle plus. Elle a quitté la maison à cause de vous. Non, ce n'est pas juste. Elle est partie à cause de moi, parce qu'elle a vu en moi quelque chose que je ne voulais pas voir en moi-même. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Marc et moi avons dû nous asseoir et regarder nos vraies finances. Nous avons dû faire face au fait que nous vivions au-dessus de nos moyens parce que nous savions que vous seriez toujours là pour combler les lacunes. Suzanne, es-tu venue ici pour me demander de l'argent à nouveau? Non. Elle m'a regardé. Je suis venu vous demander pardon. Je suis venu vous dire que vous aviez tout à fait le droit de faire ce que vous avez fait. Et je suis venu vous dire que je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir traité comme un portefeuille. Je suis désolé d'avoir annulé votre anniversaire de cette horrible manière. Je suis désolé d'avoir envoyé cet avocat. Je suis désolé pour tout. Ces mots m'ont touché profondément, mais je savais aussi que les excuses n'étaient que le début, pas la fin. Est-ce que Marc sait que tu es ici? Oui, il veut s'excuser aussi. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je vienne d'abord. J'apprécie tes excuses, Suzanne. Vraiment. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Les choses ne vont pas revenir à la normale. Je sais. Je ne serai plus la banque familiale. Je ne serai plus disponible à chaque urgence financière. Je vais vivre ma vie avec ce que j'ai. Et vous devrez vivre la vôtre. Je comprends, maman. Et c'est bien. C'est plus que bien. C'est juste. Et à propos de votre anniversaire, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. Si vous voulez toujours le célébrer, Marc et moi voulons organiser quelque chose de petit, quelque chose de significatif. Non pas pour nous faire pardonner ce que nous avons fait, car c'est impossible, mais parce que nous voulons sincèrement vous célébrer. Je l'ai regardé un long moment. Une partie de moi voulait rejeter son offre pour rester ferme dans ma position. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de la petite fille qu'elle était, voulait croire que le changement était possible. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement. Mais d'abord, j'ai besoin de voir des actions, pas seulement des mots. C'est juste. Nous nous sommes assis en silence. Un silence qui n'était plus aussi inconfortable qu'avant. Finalement, elle s'est levée pour partir. Maman, encore une chose. Oui. Chloé m'a dit que vous partiez en voyage à Oaxaca. Oui. Je suis contente. Je suis contente que vous fassiez des choses pour vous-même. Vous le méritez. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire d'autre. Après son départ, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé chaud, regardant le soleil se coucher sur la ville. Je ne savais pas si Suzanne avait vraiment changé ou si c'était juste une autre tentative de manipulation, plus sophistiquée. Le temps le dirait. Mais ce que je savais, c'est que j'avais changé. J'avais trouvé ma voie, ma valeur, ma dignité, et personne ne pouvait me les enlever. Le voyage à Oaxaca fut tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. 10 jours de plage cristalline, de marchés colorés, de nourriture délicieuse et de rires constants avec mes nouvelles amies. Je me sentais à nouveau jeune, pleine de vie et de possibilités. Un soir, assise sur une terrasse surplombant la mer, un verre de vin à la main et le son des vagues en fond sonore, Aurora m'a regardé avec un sourire. Tu as l'air différente, Carole. Radieuse. Je me sens différente. Je me sens libre. Trinquons à cela. À la liberté de vivre sans porter les attentes des autres. Nous avons trinqué sous les étoiles. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais pris les bonnes décisions. J'avais fermé le cirque comme je l'avais dit à Suzanne dans ce message. Et je n'étais plus le clown. Quand je suis rentré à la maison, Chloé m'attendait dans mon appartement avec un gâteau au chocolat fait maison. Joyeux anniversaire en retard, grand-mère, a-t-elle dit avec un immense sourire.
Mon amour, mon anniversaire était il y a 2 mois. Je sais, mais nous ne vous avons jamais célébré comme il se doit. Alors, je me suis dit qu'il n'était jamais trop tard pour célébrer la femme la plus forte que je connaisse. Cette nuit-là, rien que nous deux, nous avons mangé du gâteau et bu du café pendant que je lui racontais tout de mon voyage. Elle m'a montré ses excellentes notes du semestre et m'a parlé de la bourse partielle qu'elle avait obtenue. Grand-mère, je peux vous dire quelque chose? Toujours. Merci de m'avoir appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. Merci de m'avoir montré qu'il est normal de fixer des limites. Merci d'être mon exemple. Je l'ai serré fort dans mes bras, sentant mon cœur se remplir d'un amour pur et sincère. 2 semaines plus tard, Suzanne m'a invité à dîner chez elle. Cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas d'attente cachée, pas de demande voilée, juste un simple dîner, une conversation honnête et de petits pas vers la reconstruction de quelque chose qui avait été brisé. Je ne sais pas si notre relation redeviendra un jour ce qu'elle était. Peut-être ne devrait-elle pas l'être. Peut-être devons-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête et équilibré. Ce que je sais, c'est qu'à 70 ans, j'ai enfin appris la leçon la plus importante de ma vie. On ne peut pas aimer les autres si l'on ne s'aime pas soi-même d'abord. On ne peut pas donner d'un endroit vide. Et on n'a pas à payer pour être aimé. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme qui a survécu, qui s'est battue et qui a appris à vivre pour elle-même sans culpabilité. Le cirque a fermé, les lumières se sont éteintes, et j'ai enfin appris à enlever le costume de clown que j'avais porté bien trop longtemps. Maintenant, je suis juste Carol Anderson, une femme de 70 ans qui apprend jour après jour qu'il n'est jamais trop tard pour vivre avec dignité, pour exiger le respect et pour être heureuse selon ses propres termes. Et cela, j'ai découvert que ça vaut plus que tous les applaudissements de n'importe quel cirque.